les participants à cette table ronde vont nous permettre de prendre la mesure de la variété et de la gravité des problèmes géostratégiques sous-continentaux qui compliquent des situations politiques, économiques et sociales déjà très difficiles, comme les 2 tables rondes précédentes nous ont permis d'en prendre la mesure. Certains de ces enjeux sont globaux, comme les migrations vers le Maghreb ou à partir du Maghreb. C'est pourquoi, après une ultime discussion, je donnerai d'abord la parole à Farida Souia, que je vais présenter ensuite. D'autres enjeux sont plutôt internes. Il s'agit, même si ça concerne 2 pays du Sahara occidental, en tout cas c'est interne au Maghreb central, je dirais, les 3 pays du centre, et puis les enjeux qui concernent la Libye, dans la mesure où ce qui arrive en Libye a évidemment un impact important, non seulement sur la Libye, mais sur la Tunisie et l'Algérie. Et puis, enfin, d'autres me paraissent plus exogènes, mais peut-être que je me trompe, ce sont les enjeux liés au djihadisme saharien, même si, évidemment, les implications internes des pays du nord de l'Afrique sont importantes en matière de djihadisme saharien. Le Sahara est un lieu d'échange et non pas une frontière. Donc, ce dont parlera Marc-Antoine de Monclos a évidemment des implications intérieures très fortes, des connexions très fortes dans chacun des 3 pays. Alors, je présente nos intervenants. Farida Souia est auteure d'une thèse en sciences politiques à l'IUP de Paris. Elle est actuellement chercheuse postdoctorante à l'Université de Lausanne et elle travaille sur les migrations, sur la mobilité et les politiques migratoires dans le bassin méditerranéen. Et elle se centre plutôt sur l'Algérie et la Tunisie. Khadija Finan Mohsen fera le point sur le conflit du Sahara occidental. Vous avez eu beau vouloir lui couper l'herbe sous le pied, vous allez voir qu'elle a plein de choses à vous dire et que vous n'avez pas dites avant. Elle est politologue, enseignante et chercheuse en relations internationales à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et elle a publié de nombreux livres et travaux, le dernier étant, en commun avec Pierre Vermeuren, Dissidents du Maghreb. Ali Ben Saad, lui, vient de publier un livre sur la Libye. Il publie régulièrement dans Libération des articles qui permettent d'éclairer cette situation en Libye. Et il est géographe, maître de conférences à l'Institut de géographie de l'Université. Vous n'avez pas lu mon mail, vous avez lu Google. C'est vrai. Mais j'ai lu le mail, il est là. Voilà. Bon. Je suis... donc voilà. Ça fait 3 années que je ne suis plus maître de conf à Aix. Je suis professeur à l'Institut français de géopolitique de Paris. Alors moi, voilà. Donc, vous avez... J'avais mis les 2 à la fois. Je lui ai envoyé mon mail tardivement, dont elle m'a remercié. Et donc, elle n'en a rien retenu. Et donc, j'ai ajouté l'Institut de géopolitique à l'Institut à Aix-Marseille, parce que je me suis dit qu'on pouvait très bien être 2. Oui, peut-être. Bon, voilà. Bon. Et enfin, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, lui est docteur en sciences politiques, il est directeur de recherche à l'IRD et chercheur associé au Peace Research Institute d'Oslo, puis il est rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine. Je peux vous dire, parce que je le connais d'assez longue date, qu'il a beaucoup travaillé sur le terrain en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, et qu'il publie beaucoup parce qu'il a publié récemment Déconstruire la guerre, et puis auparavant l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, et aussi la tragédie malienne. Bon, ça c'est les derniers. Voilà. Alors, nous donnons donc d'abord la parole à la Benjamine, Farida Souia, qui va nous parler des migrations vers le Maghreb ou à partir du Maghreb.
Merci beaucoup de me donner la parole. Je vais aussi restituer une petite affiliation institutionnelle. J'ai quitté Lausanne l'année dernière pour Marseille. Et je suis désormais à Aix-Marseille Université, où je dépends du laboratoire de sociologie des mondes méditerranéens, au LAMES. Merci à l'IREMO de me convier. Et c'est ma deuxième intervention au nom de l'IREMO cette semaine, puisque j'étais avec Nadji à Dijon en début de semaine. C'est toujours des événements qui sont passionnants. Et je suis heureuse d'y prendre part. Donc, en guise de préambule et en raison aussi de l'intitulé de la table ronde, je tiens à rappeler que l'appréhension des phénomènes migratoires et des questions migratoires comme relevant fondamentalement de la sécurité est une construction relativement récente, que ce n'est qu'à partir des années 70 que les politiques migratoires connaissent un tournant dit restrictif puis sécuritaire. Et à titre d'exemple, d'ailleurs, l'évolution de la gestion institutionnelle des questions migratoires en France en est assez symptomatique, puisqu'on passe progressivement à une place de plus en plus prépondérante du ministère de l'Intérieur dans la gestion des questions migratoires, au détriment d'autres acteurs, tels que les affaires sociales et le travail, ou encore les affaires étrangères, et que ça a des incidences, et que c'est assez symptomatique d'un mouvement, et que ça a des incidences sur la manière dont on parle de migration. Quoi qu'il en soit, en tant que chercheuse, on aborde souvent les choses par les petits bouts de la lorgnette, mais dans cette enceinte et aussi, étant donné les formats des communications, j'ai décidé de faire un peu autre chose aujourd'hui et de proposer une analyse à l'échelle régionale, mais aussi comparer en faisant des points de focale sur certains pays et certaines problématiques migratoires, et de mettre en avant donc les défis qui sont posés par les migrations en Méditerranée, en me centrant sur la perspective des pays du sud de la Méditerranée et non sur les pays du nord de la Méditerranée. Je tiens à dire que ce défi se pose à deux types d'acteurs. Il se pose à nous en tant que chercheurs pour analyser les phénomènes migratoires, mais aussi il se pose en termes de gouvernance des migrations. Alors pourquoi ces défis se posent ? Finalement, je vais essayer d'exposer je vais vous donner le plan au cas où je terminerai pas. Donc mes idées clés, il y en a que 3. La première, ça va consister à dire qu'il y a une complexité croissante des phénomènes migratoires. La deuxième, elle va consister à dire qu'il y a une politisation croissante et un activisme croissant des acteurs sur les questions migratoires, mais que parfois il y a des divergences réelles entre le dégéré et les pratiques de facto en termes de politique migratoire. Donc avoir des accords, avoir des lois, c'est pas suffisant pour avoir une politique migratoire, ou du moins c'est une politique migratoire spécifique qu'on établit ainsi. Et je terminerai, et j'espère que j'aurai le temps de le faire, mon exposé sur la manière dont les politiques migratoires se négocient à diverses échelles, bilatérales, multilatérales, régionales, et quelles sont les implications de ces plateformes-là, et notamment du fait que ces négociations sont dites en relations internationales asymétriques. Donc, pour revenir à mon premier point sur la complexité croissante des questions migratoires, on voit très bien que la catégorisation la binarité des catégorisations des migrations, elle a montré ses limites. On a volontaire forcé, économique versus familial, légal versus illégal, et aussi la catégorisation des États selon ce récit fictif que le migrant il a un point A et puis il a un point B qui serait sa destination, et parfois il passerait par un point A' qui serait un pays de transit, ne fonctionne plus. Et donc catégoriser aussi les pays selon qui serait un pays de départ, de transit ou d'arrivée ne fonctionne pas. Et ces catégories, elles sont plus poreuses que jamais, qui portent, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en termes de gouvernance des migrations, ça pose des problèmes, on le voit, pour ce qui est des migrations méditerranéennes, on voit de plus en plus un terme de migration mixte, et qui pose par exemple la question, et je ne vais pas m'étendre dessus, sur le non-refoulement. C'est-à-dire si vous voulez repousser des personnes que vous pensez comme illégitimes en termes de migration parce que vous les catégorisez dans migrants économiques, mais ces personnes-là, elles prennent les mêmes voies migratoires que des migrations que vous catégorisez vous en tant qu'État comme légitimes parce que vous êtes signataire de la Convention de Genève et parce qu'elles sont considérées comme pouvant demander le refuge. Donc le fait que les catégories de migration ne soient pas aussi strictes, elles posent problème en matière politique. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, les profils migratoires des pays du Maghreb sont beaucoup plus complexes qu'on se le racontait pendant longtemps et que ça ne date pas de 2011 ou de 2015. Alors,
on les voit, et depuis ce matin, ils émergent principalement comme des pays de départ. Et ce sont des pays de départ de migration. Ce sont des pays de départ de migration depuis très longtemps. C'était de la migration, il y avait de la migration à l'époque coloniale pour les 3 pays du Maghreb central. Elle a continué ensuite. Sous la forme, aujourd'hui, la principale forme de migration au départ du Maghreb, elle se fait grâce à des migrations qu'on appelle familiales, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas économiques, parce que les gens viennent avec dans le cadre de dispositifs de migration familiale, mais ensuite peuvent avoir des activités économiques, etc. C'est des migrations estudiantines. Et il y a également des migrations de travail. Alors ce matin, Mouhoub El Mouhoub, il a dit que c'est un taux d'expatriation des diplômés qui est très fort. Là aussi, en termes de terminologie, et sans doute parce que je ne suis pas économiste mais politologue et que je travaille avec des sociologues principalement, des fois, ça me pose un petit peu problème parce que finalement, on a tendance à parler d'expatriation quand c'est les gens du Nord qui vont vers des pays du Sud. On parle d'expatriation quand c'est des diplômés qui partent. Et puis les autres, en fait, ils migrent. Donc, en fait, non, c'est des taux de migration. C'est pas des taux d'expatriation, mais de diplômés comme les autres. Ça, c'était juste une aparté. Excusez-moi. Donc, ce sont des pays de départ aussi de migration dites qui sont irrégulières, donc qui se font en marge des dispositifs qui sont prévus par les États. Mais là encore, je tiens à rappeler quelques grandes vérités sociologiques. Elles sont minoritaires, ces migrations irrégulières, et surtout la plupart des migrations irrégulières se font par des canaux légaux et ensuite on outrepasse les droits. Donc la plupart des personnes qui sont originaires du Maghreb et qui sont sans papier aujourd'hui dans des pays européens, au Canada ou où que vous vouliez, eh bien ils sont rentrés légalement. Ils ont franchi la frontière légalement et ensuite ils sont restés. Et donc ça aussi, ça permet de décentrer un petit peu les choses sur la migration méditerranéenne par le franchissement illégal de la frontière, sur laquelle pourtant j'ai consacré tous mes travaux. Mais justement, pour essayer de comprendre sa politisation et non pas en tant que phénomène migratoire numériquement significatif. Donc, on en a parlé ce matin, il y a aussi des migrations qu'on dit dans ce qu'on appelle Harga, qui touche tous les pays du Maghreb, qui a connu des moments un peu paroxytiques en Tunisie en 2011-2012, mais qui préexistait, qui existe encore, qui a connu une légère baisse à un certain moment, mais qui revient dans les 3 pays du Maghreb de façon assez forte depuis 2017-2018. Et si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai avec grand plaisir au moment du panel, puisque c'est mon sujet de recherche pour de vrai. Au-delà d'être des pays de départ, et pas que de départ vers l'Europe, comme je le disais, par l'Amérique du Nord, mais aussi les Tunisiens, par exemple, partaient beaucoup en Libye et vers les pays du Golfe, par exemple, en termes de migration. Ce sont aussi des pays qu'on dit de façon croissante, des pays de transit, de migration. Donc ce sont des personnes qui passent par ces pays-là pour aller vers l'Europe, sachant que le transit, il est difficile à définir, notamment, par exemple, dans des pays comme le Maroc, où ce transit, il peut durer des années et des années et des années jusqu'à être finalement un pays de destination. Et ce mouvement, il est réel depuis la fin du XXe siècle, donc c'est pas non plus tout à fait inédit, et depuis les débuts des années 2010. D'ailleurs, Ali a co-dirigé un très bel ouvrage qui s'appelle Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes sur ces questions-là, qui est paru il y a pratiquement 10 ans. Donc, c'est que c'était pas non plus des phénomènes migratoires qui datent de 2015. Le transit, il pose des questions spécifiques. Juste aussi, là encore, pour rappeler quelque chose, la France est un pays de transit, vous le savez bien, notamment à cause de ce qui se passe dans des zones comme Calais. Donc, ça pose des questions de surveiller. On a la surveillance de la frontière et dans sa frontière sud, mais aussi sa frontière nord, pour empêcher les gens de partir, alors que c'est pas des personnes qui sont forcément des ressortissants de votre propre territoire. Enfin, ce sont des pays qui sont des pays de destination, de migration subsaharienne, de migration estudiantine, subsaharienne aussi pour la plupart, mais aussi, là c'était mon précédent projet de recherche, d'autres types de migration. Moi j'ai travaillé notamment sur par exemple les migrations chinoises en Algérie, qui sont des migrations de travail de BTP. Donc les phénomènes migratoires, ils sont pluriels dans ces pays. Ali, qui connaît beaucoup mieux la Libye que moi, pourra peut-être me corriger, mais en 2010, je crois qu'en Libye, il y avait 1,5 million de travailleurs étrangers au moment de... Donc la Libye était un pays... Je crois que ça représentait en termes de pourcentage, pour relativiser tout ça aussi, 25% des personnes qui vivaient et travaillaient en Libye étaient des étrangers.
Donc, quand on parle de migration et de défis migratoires en s'attachant à la perspective des pays du Sud, on ne peut pas les considérer seulement comme des pays émetteurs de migrants clandestins. C'est ce que j'essayais d'y venir. C'est des pays qui traversent des phénomènes migratoires, qui sont traversés par des phénomènes migratoires qui sont très similaires les uns des autres, mais qui aussi ont des spécificités. Je pense notamment à l'Espagne, à la relation entre l'Espagne et le Maroc, à cause des enclaves de Ceuta et Melilla et de la mise en mur en fait de ces enclaves, c'est une frontière qui est très étudiée en études migratoires, mais aussi à la Tunisie post-Ben Ali, qui elle aussi rencontre des phénomènes migratoires assez inédits de par leur ampleur et la rapidité. C'est-à-dire que nous, du point de vue européen, on a vu, donc j'aurais absolument pas le temps de dire ce que je voulais vous dire, mais du point de vue européen, on a vu les migrants qui arrivaient, les Tunisiens qui arrivaient à Lampedusa, mais en réalité, il y avait plus de personnes qui avaient migré en Libye qui sont arrivées à la frontière tunisienne en termes de nombre. Comme j'aurais pas tout à fait le temps de venir à tous mes points aussi, je voulais mettre l'accent sur le fait que depuis le début des années 2000, ces pays-là se sont dotés d'arsenal juridique pour faire face à cette diversité de phénomènes migratoires. Donc à la fois pour légiférer sur l'immigration, notamment sur les formes dites irrégulières de migration, mais aussi sur les titres de séjour, etc., et sur la question de l'asile et du refuge, notamment parce qu'ils sont signataires de la Convention de Genève. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que du côté des politiques migratoires, ils prennent une orientation qui est sécuritaire, répressive des migrations, et dans la dichotomie migration régulière-irrégulière. Et que notamment, je peux juste vous citer un exemple, puisque c'est celui que je connais bien. Par exemple, en Algérie, en 2009, on a introduit dans le code pénal un article, l'article 175 bis, qui institue le délit de sortie illégale du territoire, qui est en contradiction avec le droit international, puisque l'article 13 spécifie que toute personne a le droit de quitter son pays. Donc on légifère sur les départs irréguliers depuis le pays que les gens quittent. Et c'est assez intéressant de voir ce passage en loi, puisqu'en fait on le justifie au Parlement, le ministre de la Justice qui était porteur du projet, en disant juste avant on avait renforcé le caractère répressif des lois qui visent les migrants subsahariens en Algérie, enfin pas que subsahariens mais en réalité subsahariens, les migrants en situation irrégulière en Algérie, et donc il dit, en fait c'est pour être cohérent, on ne peut pas dire aux gens ne revenez pas chez nous en situation irrégulière et laisser nos propres citoyens partir. Et puis finalement il dit, je vais le citer parce que des fois il faut être homme politique pour avoir des formules aussi intéressantes. Il dit que, parce qu'il y a tout un débat sur le fait d'incriminer des jeunes qui sont perçus quand même comme victimes d'abord du système socio-économique algérien et que c'est pour ça qu'ils partiraient. Il dit, alors qu'on met une loi dans le code pénal, que ça n'a pas vocation à incriminer les haragas, qui sont des victimes. Il les qualifie, cette disposition, donc, de règle juridique générale qui ne sera pas appliquée de façon stricte. Donc on est au Parlement en train de faire voter une loi en disant qu'en fait elle ne vise pas à incriminer, qu'elle ne sera pas appliquée. Ce qui est intéressant, et pour comprendre aussi ces systèmes juridiques, c'est qu'en fait on incriminait les haragas bien avant que cette loi ne passe, au titre du code maritime, même si ce n'était pas tout à fait applicable, donc on les jugeait d'ores et déjà, et qu'on a continué à les juger après. Donc, tout ça pour dire que, et sans doute parce que je ne suis pas juriste aussi, mais que le fait d'avoir des passages de loi ou des accords qui sont signés n'est pas suffisant pour penser à une orientation concrète des politiques migratoires. Et comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais revenir sur la question des négociations, et on peut dire la même chose. On a des récits qui parfois sont simplifiés, où on verrait les pays de la rive sud de la Méditerranée comme des réceptacles passifs des politiques d'externalisation des frontières des pays européens. Et ce n'est pas le cas. Je crois que dans ses travaux, notamment, Ali parle de rente géographique, c'est qu'on utilise cette position migratoire pour négocier. Et pour négocier plein de choses. Et surtout, c'est pas parce qu'on a signé des accords en termes de migration qu'on va les appliquer.
ces accords. Donc, parfois, les enjeux ne se placent pas tout à fait là où on croit. Donc, par exemple, on présente souvent l'Algérie comme mauvais partenaire, entre guillemets, parce qu'elle refuse un peu de négocier dans les enceintes multilatérales et veut plutôt des négociations bilatérales. Et la Tunisie et le Maroc ont signé les partenariats pour la mobilité, mais ça ne signifie pas forcément qu'en termes d'application de ce qui se fait sur le terrain en termes d'immigration, ça a des incidences fondamentalement différentes. Et je vais prendre une minute pour clore mon exposé, et je suis désolée de ne pas avoir assez bien prévu mon temps et d'avoir trop développé la première partie, pour dire que là aussi, pour sortir un peu de mon rôle de chercheuse, et pour dire que en fait, ces politiques migratoires-là, elles se co-construisent avec plusieurs acteurs, des acteurs politiques, elles se négocient, et que ces négociations-là, il faut les penser dans les différentes échelles, que là, elles sont asymétriques aussi parce que telles qu'elles sont pensées du côté de la rive nord, on les veut avec Union européenne, des États membres et un seul État de l'autre côté, d'accord, mais aussi parce qu'il faut qu'elle implique un nombre croissant d'acteurs aussi de la société civile. Et je voudrais parler juste de certaines initiatives qui sont mises en place, notamment moi en 2015 j'ai vécu en Tunisie pour un autre projet de recherche, et il y avait énormément de choses qui étaient faites par la société civile tunisienne, où il y a énormément d'associations qui se sont structurées récemment sur les questions migratoires pour dire, en fait, on va inviter les associations marocaines, on va inviter des associations jordaniennes, on va inviter des associations turques pour qu'elles nous disent qu'est-ce que ça a comme impact de mettre en œuvre des politiques migratoires, qu'est-ce qu'elles ont comme impact les accords qui sont passés avec l'Union européenne, etc. Et ces dynamiques d'intégration, elles existent aussi. C'est-à-dire que vous pouvez voir le transnational par le haut, mais vous pouvez le voir aussi à travers des initiatives comme ça qui peuvent paraître de petite ampleur, mais qui sont existantes et qui sont fondamentales dans des velléités de gouvernance de choses aussi complexes que sont les migrations internationales aujourd'hui. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bien, je crois qu'il faudra suggérer votre nom au prochain groupe de travail parlementaire qui se mettra en place pour faire la énième loi française sur les questions migratoires. Moi, j'ai été près de 20 ans au Parlement et j'en ai eu une environ tous les 2 ans. Hein, bon, alors, pour le prochain, je signalerai. je n'y suis plus, mais bon. Alors, Khadija Bossan-Finan, donc vous allez réussir à évoquer les aspects stratégiques, géostratégiques du conflit du Sahara occidental, en dépit de tout ce qu'on a dit avant. Allez-y, bon courage. Merci, peut-être pas en dépit, peut-être en complément. En tout cas, moi, je remercie les organisateurs de cette belle journée de réflexion sur le Maghreb, un Maghreb qui inclut le Sahara, ce n'est pas toujours le cas. Je n'aurai pas beaucoup d'efforts à faire pour vous convaincre de la centralité du conflit du Sahara occidental. Ça a été déjà dit à plusieurs reprises tout au long de la journée. C'est un dossier qui constitue effectivement un handicap très sérieux à l'intégration de la région, même s'il ne représente pas le seul handicap. Le conflit du Sahara est, de mon point de vue, non pas l'obstacle à la construction du Maghreb, mais c'est un point de cristallisation du différend qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie et qui portait sur d'autres raisons, les frontières ou autres. Alors, bien sûr, il ne se résume pas à un différend algéro-marocain. Il s'agit bien d'un conflit de décolonisation qui engage 2 acteurs reconnus par les Nations Unies, donc le Maroc et le Front Polisario, mais le Front Polisario qui bénéficie depuis 1975 de l'aide de l'Algérie. Donc on a là 2 conflits qui se superposent ou qui s'additionnent, le conflit de décolonisation et le différend qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Et je pense que c'est la superposition de ces 2 conflits qui a fait que le conflit dure depuis 43 ans, qui s'inscrit dans la durée. Et cette durée, ce conflit non résolu, il devient aujourd'hui
autrement préoccupant. Et il devient préoccupant pour différentes raisons. La première raison, elle est évidemment économique. Vous l'aurez compris, on l'a dit tout au long de la journée, pour dire qu'effectivement, c'est un obstacle. Alors, juste une parenthèse, M. Karaman disait tout à l'heure, il est parti et c'est dommage, il suffit de le faire. Nous l'avons fait en 75. En 75 et 76, c'était une décision politique. Et le faire aujourd'hui, c'est-à-dire contourner les obstacles étatiques, même si le Maghreb aujourd'hui n'est pas le Maghreb des États, c'est le Maghreb des chefs d'État, c'est vrai. Contourner ces obstacles et mettre en place un projet, c'est extrêmement difficile. Donc il y a effectivement ce problème de complémentarité, économique, et je pense que les entreprises ne peuvent pas contourner cet obstacle. Moi, je vous donne un exemple très simple. J'avais publié un livre en coédition Actes Sud Barzac, et donc à Alger chez Barzac, et je me trouvais à Alger où on m'a gentiment proposé de faire une signature du livre, et je leur ai dit, c'est très simple, je vais téléphoner à Barzac et il va m'envoyer une caisse de livres. J'ai téléphoné à Barzac et il m'a dit, très bien, je t'envoie une caisse tout de suite. Où? À Rabat, mais tu n'y penses pas du tout, tu vas le recevoir dans 3 mois, etc. J'ai téléphoné à Paris et j'ai eu la caisse le lendemain. Donc voilà, ce n'est pas ma volonté première de m'adresser à Actes Sud, qui n'était pas à Paris d'ailleurs, à Arles, etc. Mais c'est dans les faits. Donc c'est bien beau de le dire dans les colloques, mais pour le réaliser, c'est quand même autrement compliqué. La deuxième raison, elle est de nature sécuritaire, évidemment, parce que les deux grands du djihadisme opèrent dans la région, AQMI et l'État islamique, et qui paraît tout à fait invraisemblable que la coopération, ne serait-ce que la coopération sécuritaire, le renseignement, ne soit pas communiqué d'un pays à l'autre. La troisième raison, qui n'est presque jamais évoqué, mais que je tiens à évoquer ici, c'est que effectivement il y a un côté humain. Il y a des hommes et des femmes qui sont séparés, qui habitent dans des campements à Tindouf ou qui habitent de l'autre côté, dans le Sahara, qui est administré par le Maroc. Donc c'est une question qui est réellement préoccupante, et c'est dire si sa non-résolution a des effets sur la sécurité, sur la stabilité d'une région qui est aux portes de l'Europe. Alors, à chaque fois qu'il y a des reprises de négociations ou de discussions, et c'est le cas avec la rencontre de Genève qui est prévue le 5 et le 6 décembre prochain à Genève, qui va réunir les deux protagonistes, donc Maroc et Front Polisario, et les deux pays limitrophes du Sahara, Algérie et Mauritanie. Chaque fois, il y a un espoir qui est suscité. Un espoir que l'on peut comprendre, puisque les dernières négociations datent de 2012 et qu'elles n'ont effectivement absolument pas abouti. En réalité, fondamentalement, les choses n'ont absolument pas évolué en 40 ans de conflit, 43 ans, parce que chacune des parties, chacun des protagonistes continue à camper sur sa position. Donc aujourd'hui, le Maroc propose une autonomie du Sahara dans un Maroc souverain, et de l'autre côté, le Maroc, appuyé par le Front Polisario, appuyé par l'Algérie, demande un référendum d'autodétermination susceptible de déboucher sur l'indépendance. Alors, deux positions antagonistes qui montrent que les partis ne sont absolument pas dans la recherche d'un règlement, mais bien dans une logique de victoire totale sur l'adversaire. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit l'offre faite par le roi Mohamed VI il y a très peu de temps, le 6 novembre, de réconcilier l'exécutif algérien avec le Maroc, ou encore la rencontre de Genève qui est prévue. Dans les deux cas, il n'y a pas vraiment lieu d'être optimiste, parce que les vraies raisons de l'immobilisme, tant au niveau de la résolution du conflit du Sahara que du fonctionnement de l'Union du Maghreb arabe, sont à chercher dans la nature même des régimes politiques du Maroc et de l'Algérie. Donc, malgré cet immobilisme, le conflit, lui, n'a jamais cessé véritablement. Mais il ne se déroule plus sur le terrain militaire, sur le terrain guerrier, il s'est déplacé, et chaque fois, il y a effectivement
un départ nouveau du conflit qui se fait soit par l'établissement des listes électorales quand il a été question au début des années 90 d'organiser un référendum d'autodétermination, soit quand il est question d'autre chose. Mais ce sont des petites victoires. Que ce soit, par exemple, le Maroc qui comptabilise les pays amis ou alliés, que ce soit pour renégocier l'accord de pêche avec l'Union européenne où le Maroc met en avant sa victoire, que ce soit du côté du Front Polisario, le fait de dénoncer la spoliation des richesses du Sahara par le Maroc auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, même si la Cour de justice lui donne raison, que ce soit de la part du Maroc pour réintégrer l'Union africaine dans l'espoir d'en exclure la race, sans succès d'ailleurs, ce sont là des petites victoires qui permettent de conserver effectivement les opinions. Tout à l'heure, Ali Ben Saad l'a bien dit, de conserver autour justement de ces idéologies les opinions, mais il ne s'agit absolument pas de victoire ou de résolution du conflit. Alors, ces positions restent inchangées. Les comportements aussi restent inchangés, mais néanmoins, il y a des facteurs nouveaux qui pourraient aujourd'hui contribuer peut-être à faire bouger les lignes. D'abord, la réunion de Genève a été pensée par la nouvelle équipe à l'ONU, donc Antonio Guterres et son envoyé spécial au Sahara, Horst Kohler, pour tenter une nouvelle approche, un nouveau règlement qui prenne en compte les blocages actuels. Alors, bien sûr, nous avons là un exemple qui serait vraiment totalement l'inverse de ce qu'a décrit tout à l'heure Patrick Hamzadeh dans sa recherche de résolution du conflit libyen. Dans la recherche du conflit libyen, il s'agit de partir par le bas, de voir les velléités, les demandes et d'essayer de faire des offres et des propositions. Ici, dès le début du conflit, depuis que l'ONU s'en est emparée en 1991, il s'agit de rencontrer uniquement les élites, les chefs d'État et de proposer ou d'imposer aux populations. Alors, bien sûr, partir par le bas ne serait pas une simple affaire, parce que dans ce qu'a décrit tout à l'heure Patrick Hamzadeh, quand on demande à un Libyen ce qu'il voudrait, c'est à un Libyen qu'on s'adresse. Aujourd'hui, si on demandait aux Sahraouis ce qu'ils voudraient faire, d'abord, il faudrait s'assurer qu'on s'adresse bien à un Sahraoui. Or, qui est Sahraoui aujourd'hui? C'est extrêmement difficile à le dire parce qu'il y a eu un brassage de population qui a été voulu par le roi Hassan II. Et d'ailleurs, aux rencontres de Genève, le Maroc a déjà annoncé qu'il enverrait une délégation d'élus de ces régions, c'est-à-dire pour montrer que les Sahraouis, ceux qui se réclament de l'authenticité du Sahara, eux, ils sont tout à fait minoritaires. Donc, c'est un problème que d'opérer aujourd'hui par le bas. Alors, l'autre élément nouveau, c'est la position de John Bolton comme conseiller de Donald Trump à la sécurité depuis mars dernier. Il est aujourd'hui l'interlocuteur privilégié de l'administration américaine dans le dossier du Sahara. Et Bolton s'implique réellement dans ce conflit en avançant deux idées clés. La première, c'est que Bolton a été le conseiller de James Baker lorsque celui-ci a été envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara de 1997 à 2004. Et Baker avait fait des propositions de sortie de crise qui étaient réellement possibles à mettre en œuvre et qui ont été écarté. La seconde raison, c'est que, de manière générale, Bolton est opposé à la reconduction automatique des missions des Nations Unies, la MINURSO dans le cas actuel, et il pense qu'en reconduisant indéfiniment les mandats des missions, le Conseil de sécurité contribue à geler les conflits. Il y a d'autres éléments nouveaux, comme le Front Polisario qui redevient audible parce qu'il s'empare d'une arme juridique importante en portant plainte contre la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, si ces différents facteurs nouveaux ne présagent pas d'un règlement du conflit, ils modifient la donne. Ils modifient et ils complexifient aussi la donne. Parce que le Maroc, par exemple, doit renégocier son accord de pêche. Il le renégocie, cet accord de
de pêche et agricole, et ça va passer dans les jours prochains devant les différentes commissions. Mais le Maroc, il a une arme dans sa besace, c'est-à-dire qu'il met en avant le fait qu'il peut contrôler, ouvrir ou fermer les vannes de l'immigration. Donc la donne, aujourd'hui, elle est complètement différente. Alors, bien sûr, tout ça, on pourrait en parler dans la discussion. Comment sortir de ce conflit? Est-ce que l'ONU a bien fait de convoquer cette réunion de Genève? Est-ce que des pays qui ont toujours été impliqués historiquement, comme la France notamment, pourraient jouer un rôle de médiateur? Ou est-ce que la solution va venir effectivement des pays qui sont les protagonistes et de leurs voisins limitrophes du Sahara? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, ce conflit est tellement complexe et durable qu'il restait beaucoup à dire après les premières interventions de Mais la j'ai table reçu ronde un petit précédente. billet. Bon, mais je crois que nous aurons encore des questions à poser. Et ce qui frappe, c'est l'imbrication des questions. On voit que le Maroc joue de son rôle dans l'immigration pour peser dans ces négociations sur le Front Polisario, que le fait qu'il y ait ce conflit entre le Maroc et l'Algérie empêche une coopération entre les renseignements des deux pays sur les questions du djihadisme du sud de leur pays et du Sahara. On a donc vraiment des problèmes complètement imbriqués. Alors, nous arrivons maintenant à la situation en Libye, où j'ai bien lu votre mail. Vous m'avez annoncé que vous concentriez votre intervention sur les écueils de la transition en Libye, et que ça vous amènerait à la question des milices. Et je pense que ce sont les sujets que vous traitez dans le livre que vous venez de publier et qui s'intitule tout simplement Libye. Très bien, je vous remercie. Je remercie l'IREMO pour son invitation. J'y ai répondu volontiers parce que l'IREMO devient, je pense, une institution incontournable concernant le monde arabe et le Moyen-Orient de façon générale. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un peu trop d'activités et qu'on n'arrive pas à suivre. Ce n'est pas une critique, mais bon. Alors, évidemment, donc, la session étant une session sécuritaire, donc j'ai choisi, moi, d'aborder la Libye par la porte sécuritaire, donc les milices, mais bien sûr qu'il faut les contextualiser parce que je ne crois pas à l'approche sécuritaire et je ne crois pas à ces milices comme étant des acteurs autonomes qui parasitent le politique, mais en fait, ils sont un régulateur du politique voulu par les politiques. Et j'ai voulu, pour un peu vous faire bien sentir cette situation, ces milices à Tripoli, j'ai pris une citation. On avance toujours caché derrière une citation quand on veut avancer un point de vue. Alors je commence, j'ouvre les guillemets, spontanée et anarchique, la révolution n'a pas d'autre programme que la haine du régime qu'on renverse. Elle n'a pas de cadre. Les chefs suivent le mouvement et jouent tous leur propre jeu. Ils s'emparent de différents bâtiments, s'entourent de leurs partisans armés et s'auto-désignent aux affaires. Cette situation, elle illustre très bien la situation en Libye aujourd'hui. Sauf qu'elle ne parle pas de Libye, mais de l'Europe et même de la France. En 1848, la révolution de 1848, et qu'il y a eu des milices pas très loin d'ici. Alors, j'ai exprès pris cette citation parce que c'est développé une sorte de révisionnisme sur les printemps arabes, un révisionnisme qui présente ce printemps comme un accident et son apparente modernité du début comme une écume qui cache une lame de fond conservatrice, qui a d'ailleurs fini par prendre sa revanche, si je peux dire. Et en fait, ça nous ramène toujours à l'ancienne idée qui a consisté à soutenir des dictateurs parce que justement, les sociétés arabes seraient fatalement enracinées dans l'archaïsme, le communautarisme et donc l'autoritarisme est fatalement un instrument obligé pour
assurer la stabilité et assurer aussi la cohésion nationale de ces pays-là. Et justement, la Libye, avec ses milices, elle vient très bien confirmer justement cette vision-là. Et donc, j'ai cité ce passage-là pour mettre en perspective historique ce qui se passe maintenant en Libye. Et je crois que relire Tocqueville, relire Karl Marx, je ne fais pas de prosélytisme marxiste, notamment la lutte de classe en France entre 1948 et 1950 et le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, et Tocqueville. D'ailleurs, cette citation que je vous ai prise, c'est Jean Tullard sur la base des écrits de Tocqueville. Donc, alors, puisqu'on on est, comme je le disais, dans une session sécuritaire, j'ai choisi de parler de la Libye par l'entrée milice. Alors oui, bien sûr, les milices, elles perturbent, elles bloquent le processus de transition. Oui, elles sont prédatrices. Oui, elles connaissent une évolution mafieuse, mais en même temps, elles ont beau dos. Elles sont un peu l'arbre commode pour cacher la forêt. C'est vrai qu'elles sont devenues un acteur important, mais un acteur parmi bien d'autres. Et surtout, elles ne sont pas autonomes. Elles sont interdépendantes des acteurs politiques et elles n'ont pas de puissance par elles-mêmes. Elles prospèrent et déclinent en fonction du contexte politique. Elles ne font pas l'agenda politique. Elles contribuent à le réaliser. Et donc, leur anarchie ne peut dédouaner les acteurs politiques dans le blocage de la transition et sa perversion. Et les milices ne sont qu'un aspect de cette perversion. Parlons justement de cette transition. En fait, plutôt de transition, on pourrait dire qu'il y a eu la fiction d'une transition, où les acteurs politiques ont joué à la transition pour ne pas la faire. Et parce qu'elle est devenue en fait une rente. Cette transition, elle a trop duré. Elle a trop duré parce que, à la faveur du contexte d'incertitude, il y a des acteurs qui ont acquis des positions institutionnelles. Et pour préserver leur position de pouvoir, ils se sont enquistés dans ces institutions. Ils en ont fait des instruments pour tenter de prolonger leur pouvoir. Et donc ces institutions sont devenues un peu des vases clos, des lieux de lutte sourde, déconnectés des rapports de force de terrain. Et c'est pour ça qu'elles peuvent faire émerger les combinaisons politiques les plus improbables. Et on dit que ce n'est pas lisible la Libye, non, c'est très lisible. Alors, pour ne pas aller très loin, parmi ces résultats improbables, voire surréalistes, c'est de voir M. Macron recevoir le frère musulman Khaled El-Meshri à Paris en juillet comme deuxième personnage de l'État avec lequel construire la paix en Libye. Alors, je vous rassure, ce n'est pas parce que M. Meshri est frère musulman. Non, au contraire. Il faut bien les intégrer dans le fond politique. C'est parce qu'en fait, rien ne prédisposait ce personnage, ni son parti, le Parti de la justice et de la construction, à accéder, à se retrouver à la présidence du Haut Comité d'État et d'être deuxième personnage de l'État. C'est une représentativité qui est largement au-dessus de ses forces réelles. Au contraire de ce qu'on imagine de la Libye est le pays où l'islamisme a le moins d'ancrage par rapport à tous les pays du monde arabe et du Maghreb. La preuve, à chaque élection, il a été mis en minorité et à chaque fois, ses scores ont baissé. Premières élections législatives, deuxièmes élections législatives, municipales, Conseil pour la Constitution, etc. Et en fait, dans ce haut comité d'État, il ne dispose pas plus de 15 sièges sur 115. Alors, on peut penser qu'il y a des alliances, etc. Quand j'ai fait, moi, les études sur les votes, au maximum, à un moment donné, ils ont pu atteindre 25 voix sur 115. C'est dire quel est le poids de leur représentativité. Et il connaît une désaffection grandissante. Je ne le dis pas pour me rassurer dans mes opinions politiques, mais c'est ce que dit la rue, c'est ce que disent les frères musulmans eux-mêmes, qui trouvent le peuple libyen un peu ingrat de les isoler comme ça. D'ailleurs, au moment même où ce Khaled El-Meshri est élu comme président du HCE, le représentant des frères musulmans, à l'image de centaines de cadres, a démissionné du parti de la justice et de la construction, parce qu'en fait, beaucoup n'y voient plus, si je peux dire,
un avenir, de leur avenir politique. Alors, pourquoi cette élection, un peu, si je peux dire, surréaliste, et qui nous donne une idée de la fonction surréaliste en fonction de la transition, et c'est pour ça que je pense M. Hassan Salamé a eu une vision très, très juste, sortir de ce jeu de la transition, c'est un peu le poids surdimensionné qu'ont pris des islamistes dans les réseaux de pouvoir. Ce n'est pas les seuls. Beaucoup de forces politiques ont pris vraiment une position surdimensionnée dans les structures de transition. Les frères musulmans se sont opposés frontalement à la révolution, parce qu'il y a eu un deal avec Kadhafi, parrainé par le Qatar, etc. Et ils y ont vu un complot sioniste visant à les écarter du pouvoir. Il a fallu qu'Al-Qardawi les invite à participer pour que, tardivement, mais ils y ont été très forts, d'autant qu'ils ont été aidés par un pays, le seul pays qui s'est engagé avec des forces terrestres, etc., en l'occurrence le Qatar. Et donc, ils ont pris une place disproportionnée, et c'est à partir de ces positions de pouvoir qu'ils ont compensé leurs successives déconvenues électorales par la construction de réseaux d'influence. Et c'est ça qui est important. Par exemple, justement, dans cette élection-là, pourquoi ils ont réussi, grâce à leur réseau d'influence, à se faire élire? Bon, il y a l'usure de l'ancienne présidence, parce qu'en ce moment-là, le sud libyen est devenu un gros enjeu entre les deux autorités qui se disputent, puisque la ligne ne bougeait plus. Donc il y avait ce désir de conquérir le sud. Et bien, tous les gens du sud étaient désireux de monnayer, si je peux dire, leur appui en poste politique, etc., etc. D'ailleurs, c'est paradoxal de voir comment il y a cet attachement à des institutions qui ne sont que transitoires. J'étais à cette époque-là à Tripoli, au Fezzan, donc le sud libyen, il y avait une guerre atroce entre les Toubous et les Oulad Slimane, mais tout ce qui comptait politiquement, etc., était à Tripoli. Pourquoi? Parce qu'on discutait de l'éventuel remplacement d'un vice-président au conseil présidentiel, etc., etc. Et donc, c'est vrai que... Et c'est ça qu'ont mis en fait en jeu, si je peux dire, les frères musulmans pour se faire élire. Et donc cette focalisation sur les structures de transition, c'est une des causes principales de l'enlisement de cette transition, parce que pour les islamistes, comme pour les autres acteurs, ça devient des positions de pouvoir qu'ils tentent d'utiliser et de pérenniser pour asseoir le leur. Donc personne ne veut de cette sortie de transition, du moins les gens qui ont réussi à acquérir des trucs. Et c'est pour ça que je trouve que Hassan Salamé, des 3 envoyés spéciaux qu'il y a eu de l'ONU, c'est peut-être celui qui a eu la vision un peu la plus perspicace et qui a compris ce qui se jouait. En fait, beaucoup d'acteurs n'ont pas intérêt à une clarification de situation parce qu'elle réduirait leur place à l'échelle de leur réelle représentativité. Et donc, ils préfèrent un exercice institutionnel fictif qui est fait de marchandage, de cooptation, pour un peu pour préserver les positions acquises. Et donc, par exemple, je prends les frères musulmans. Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix? Je pense oui. Ils la veulent. Mais comment? Alors, ils ont eu un complet retournement. 2014, la deuxième guerre civile, ce sont eux essentiellement qui ont appelé, et c'est le grand argentier des frères musulmans, l'Aradi, qui est un homme d'affaires qui a prospéré sur Kadhafi, mais qui s'est reconstruit une virginité après, c'est lui qui a alimenté financièrement, etc. Alors, ils ont effectivement tourné complètement leur dos à leur ancienne stratégie, et aujourd'hui, ils se battent de façon évidente pour la stabilité. Ça leur a coûté très cher. D'ailleurs, 150 de leurs cadres sont sortis d'un bloc, notamment c'est les lettrés, etc., parce qu'ils ne voulaient pas des accords de Sreharat, et l'hémorragie continue, et malgré cela, ils persistent effectivement dans une ligne de stabilité, etc. Les frères musulmans, actuellement, c'est un parti sociologiquement de commerçants. Le secrétaire général est un commerçant, l'homme fort est un commerçant, etc., etc. Celui qui est représenté dans le conseil présidentiel, c'est un commerçant, etc. Mais en même temps, on voit que ce parti islamiste qui a pris la présidence du HCE et qui est censé
conduire le processus de réconciliation par l'ONU juste un mois avant, parce qu'ils n'imaginaient absolument pas atteindre cette position. On va les retrouver à Tunis, avec l'aide de l'Algérie et du Qatar, regrouper tous les radicaux, ceux qui sont contre le processus de paix, à Tunis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être marginalisés par le processus lancé par Hassan Salami. Or, avec l'élection de ce Mechri, il se retrouve au cœur du dispositif institutionnel libyen et comme un de ses principaux maîtres d'œuvre, alors même qu'il cherchait à le court-circuiter. C'est pour ça qu'effectivement, cette transition, elle est un peu biaisée. Et alors, pour en revenir aux milices, on retrouve la même logique. Elles sont en interdépendance avec les acteurs politiques. Elles n'ont pas de puissance par elles-mêmes. Elles prospèrent et déclinent en fonction du contexte politique, l'appui des acteurs locaux et puissances étrangères, notamment régionales. Je vous donne un petit exemple. Il y a eu en septembre, après 2 années d'accalmie, il y a eu en septembre, donc après de sérieuses accalmies, des affrontements à Tripoli. Et en fait, ceux qui ont attaqué, on le sait maintenant, bien sûr, il y a toujours des causes internes, mais ceux qui ont attaqué étaient armés par les Émirats arabes unis. Et en face, donc, ils ont réussi à défaire la milice qui était la plus importante, Thouar Trablus, les révolutionnaires de Tripoli, et a émergé, par contre, une deuxième, qui était la deuxième force, qui est devenue première. C'est une force, Rada, qui est de tendance madrali, séoudienne. Et pourquoi? C'est après qu'ait été battue cette milice, ils ont été surarmés par l'Arabie saoudite. Et regardez là, on voit 2 pays du Golfe qui sont dans le même axe et qui pourtant alimentent des trucs différents. On peut penser que la stratégie est plus lointaine parce que, asseoir, je fais une petite parenthèse, donc les Madakhila, donc c'est cette tendance salafiste d'obédience saoudienne, et très directe, puisqu'ils ont des vidéoconférences quasi quotidiennes avec Rabi al-Madrali, qui est en Arabie saoudite, etc. Alors, vous avez une milice Madrali à l'est et vous avez une milice Madrali à l'ouest qui se combattent. Alors qu'en principe, selon ce théologien, les Madralistes soutiennent l'État et ne prennent jamais les armes contre l'État qui est là. Bon, c'est pour vous dire comment ça... Alors, et donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, elles ne sont jamais autonomes. D'ailleurs, si on regarde les mutations du paysage sécuritaire à Tripoli, on va voir qu'il va muter en fonction du paysage politique. Avant que Sarraj rentre à Tripoli, donc le paysage sécuritaire était dominé par des milices islamistes radicales opposées au processus de Sreerat. Mais il a fallu que le processus de Sreerat s'impose, qu'il commence à rallier des acteurs politiques. Et ces milices ont été contraintes d'en prendre acte et d'accepter l'entrée de Sarraj en Tripoli. Surtout, ça a été précédé par un fait. Lorsque les 2 présidents du Parlement des 2 côtés se sont rencontrés pour dénoncer le processus de Sreerat, il y a eu une condamnation de l'ONU de leur action et des mesures prises à leur encontre. Je peux vous dire, moi j'étais en ce moment-là, ça a semé la panique au sein des milices. Un tonnerre, si je peux dire, a résonné dans leur ciel, et ce sont les milices de base qui ont imposé à leur chef d'accepter l'entrée de Sarraj et de souscrire une sorte de pacte de non-agression. Parce qu'il faut aussi voir une réalité. On parle de milices, et ce matin, donc on parlait de 4 milices qui dominaient. Mais en fait, ces milices, elles sont elles-mêmes composées de multitudes de petites milices. La milice Rada, la plus forte actuellement, elle est composée de 23 milices qui sont différentes. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si vous traversez un rond-point à Tripoli tenu officiellement par une milice islamiste et que vous trouviez
un milicien complètement ivre ou alors shooté, si je peux dire, à la drogue. Et donc, beaucoup de milices ont des directions bicéphales, hein, etc. Donc, toutes les recompositions d'alliances restent possibles et les milices restent très perméables au contexte des pressions politiques. Alors, ces milices qui se sont opposées à Sarraj et qui ont été contraintes sous sa dynamique à en prendre acte, oui, donc d'accord, ok. Alors qu'elles étaient dans une position dominante et qu'elles ont pu, à un moment donné, mettre beaucoup en difficulté Sarraj en juillet de l'année dernière, il a suffi d'une semaine pour qu'elles soient complètement balayées. Elles ont été complètement balayées, pourquoi? Parce que l'intensification d'abord des consultations internationales ont fait que les acteurs régionaux se sont moins impliqués, si je peux dire, à les instrumentaliser. Il y a aussi la difficulté qu'a connue le Qatar, hein, qui l'a mis un peu en défensive, les difficultés aussi de l'Arabie saoudite, qui remontent bien avant, en fait, l'affaire Khashoggi, etc. Donc il a fallu une semaine pour débouter toutes ces milices radicales et le fameux Belhadj, hein, qui a été magnifié par... et qui terrorisait représentation diplomatique, acteurs politiques, non seulement il a été débouté en une semaine, il n'a même pas été capable d'exfiltrer le fameux butin de guerre qu'il avait, c'est-à-dire ces 30 prisonniers de l'Ancien Régime, et qui constituait un moyen de monnayer, si je peux dire, sa position politique, etc. Et en fait, réellement, ce groupe, et je terminerai par ça, rien que pour vous donner une idée, le groupe de Belhadj, qu'on voyait comme étant, d'ailleurs même face au Misrati, il détenait, en gros c'était lui le gouverneur militaire de Tripoli, son adjoint détenait la police, si je peux dire, de Tripoli, un autre les gardes-frontières avec l'Est, etc. Mais en fait, il n'avait absolument aucune force. Lorsque Belhadj se présente aux élections à Tripoli, il a à peine quelques dizaines de voix et il est battu de façon humiliante. Aucun des groupes des combattants donc, islamistes qui constituent n'avait réussi à se faire élire. Mais c'est par tout un réseau d'influence, etc., qu'ils ont réussi à monter, si je peux dire, donc, tout ce dispositif sécuritaire. Tout ça, c'est pour dire que, en fait, alors je continue, c'est que... Non, tout cela pour dire que l'approche sécuritaire en elle-même, en fait, n'a aucun sens et que ces milices qu'on nous présente comme l'obstacle incontournable, etc., de la transition en Libye, ils n'ont d'existence que par l'interdépendance qu'organisent avec eux les acteurs politiques et que si on dépasse les écueils de la transition, les milices sont écartables facilement, sont intégrables, etc. Bon, C'était passionnant, difficile de vous arrêter. Il nous reste à lire le livre Libye. Hein, voilà. Mais la conclusion est très intéressante parce que je crois que tous nous étions, enfin, je pense que je n'étais pas la seule, tout au moins, à être obnubilés par les milices, à les croire totalement prééminentes, totalement libres de leur mouvement. Et vous nous avez prouvé que ce n'était pas le cas. Donc, merci beaucoup. Alors, nous passons à d'autres nébuleuses au Sahel hein, et aux relations avec les pays du Maghreb. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci, Elie Rémo, de m'avoir invité. Alors moi, j'ai bien conscience d'être un peu la composante exogène de ce panel, puisque je suis censé présenter un peu le point de vue du Sud, enfin des subsahariens, sur des questions de sécurité qui touchent aussi le Maghreb. Même si vous le voyez, je ne suis pas moi-même subsaharien. En revanche, je travaille sur ces zones, et du coup, jouissant de mon statut d'extraterritorialité, en quelque sorte, je vais aussi en profiter pour faire une petite page de publicité
d'actualité, parce que je suis aussi rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine, et que là, on sort en début d'année un numéro sur le Mali qui traite des conflits qui, justement, au Mali, sont souvent perçus comme des conflits prolongeant, en fait, la guerre civile en Algérie. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent au Maghreb. Et puis Ali nous prépare un dossier sur les migrations africaines, sous-entendu subsahariennes, vers les mondes arabes, hein, dont notamment le Maghreb. Hein, voilà. Auquel, voilà, enchanté de voir un futur contributeur. Donc voilà, la page de publicité est terminée, car j'ai bien compris, nous avons des contraintes de temps importantes. Je vais d'abord, peut-être en guise de préambule quand même, vous définir un peu la zone que je propose de vous présenter dans un temps hyper rapide, puisque je vais parler en fait seulement du Sahel occidental. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, dans le discours politique, et notamment dans le discours des militaires français, il y a un entendement du mot Sahel qui, en fait, contrevient complètement à la définition géographique du terme. Hein. Partout ailleurs qu'en France, dans le monde, en fait, le Sahel, c'est une zone qui est définie par la pluviométrie et qui s'étend du Cap-Vert jusqu'à la Corne de l'Afrique, si vous voulez, y compris donc Soudan, etc. Il se trouve qu'en France, pour des raisons justement sécuritaires, on a aujourd'hui un entendement du Sahel qui est réduit en fait essentiellement au pays qu'on appelle le G5 Sahel. Donc 5 pays, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, hein, qui sont comme par hasard tous des pays francophones qui ont signé des accords de défense avec la France et qui sont aujourd'hui censés prendre le relais dans la lutte contre cette menace qui est comprise comme une menace djihadiste globale. Hein. Mais vous l'avez bien compris, le Sahel ne s'arrête nullement à des pays francophones qui auraient, comme par hasard, tous signé des accords de défense avec la France. Le Sahel, en réalité, donc je vous le dis, c'est une zone beaucoup plus étendue, qui d'ailleurs étymologiquement renvoie au mot arabe sur la rive, hein, sur la bordure en fait du désert du Sahara, donc au sud du Sahara. Et vous le voyez dans cette définition géographique et historique du Sahel, il existe du coup une tension entre le narratif aujourd'hui politique en France sur ce que serait le Sahel, qui est uniquement le Sahel occidental, et puis une menace djihadiste qui est présentée comme globale. Donc là, on nous parle d'un arc de crise, du Sahélistan, c'est des mots qui sont très à la mode, et qui voudraient que tous ces conflits soient imbriqués. Et donc, à ce moment-là, on devrait s'intéresser aussi au Soudan anglophone, à la Somalie, etc. Puisque vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes que les combattants de Daesh, de l'État islamique en Irak et en Syrie, n'aillent se réfugier précisément dans ces zones sahéliennes, dans cette bande sahélienne, pour reprendre le terme des militaires français, mais en passant là plutôt par la Somalie d'abord ou le Soudan. Donc la tension entre le récit de la menace djihadiste qui serait globale et qui traverserait toute cette zone sahélienne, mais au sens international du terme, et puis l'application qu'on en fait au niveau militaire très concret, très pragmatique, qui lui se concentre sur le G5. Donc, préambule mis à part, donc je vais plutôt vous parler de cette zone du Sahel occidental, en fait, surtout ce G5. Donc des groupes comme AQMI, comme Ansarul Islam, un petit peu Boko Haram sur le pourtour, le sud-est du Niger, autour du lac Tchad. Je ne vais pas vous faire la liste infinie de ces groupes parce qu'ils changent tout le temps de nom. Ce sont des nébuleuses, hein, plutôt que de parler de groupes. C'est extrêmement fragmenté, un petit peu aussi comme ce que tu signales pour les milices en Libye. Donc je ne vais pas énoncer tous les noms de ces groupes, ça change tout le temps. Et si je commence, on n'aura pas fini à minuit. Hein. Moi, mon message, il est très simple. C'est que toutes ces nébuleuses, on ne peut pas les comprendre comme une excroissance du monde arabe. Ce n'est pas ça. C'est bien trop des réducteurs de les voir comme uniquement une implantation par Al-Qaïda ou par Daesh, par les grandes franchises du djihad global. Et mon propos, c'est de vous dire que finalement, pour comprendre ces insurrections, les dynamiques locales sont beaucoup plus importantes. Alors évidemment, il y a des liens économiques et culturels très forts hein, entre le Maghreb et le Sahel occidental, disons, pour faire simple. Une culture islamique partagée, même si, vous le savez, les subsahariens se sont réappropriés aussi l'islam. Hein. Aujourd'hui, c'est pas la Tidjaniya d'Algérie hein, qui est pratiquée, dont on suit les rituels en Afrique de l'Ouest musulmane. C'est la Tidjaniya réformée qui a été en fait fondée au Sénégal, hein, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Mais des liens effectivement très anciens à travers le commerce caravanier, à travers aussi, ne l'oublions pas, la traite des esclaves. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, les groupes djihadistes qui sont actifs dans cette zone utilisent souvent justement les vieilles pistes du commerce caravanier. Là-dessus, il y a un côté un peu immuable. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il existerait effectivement un lien organique
avec des groupes qui seraient, eux, organisés au Maghreb et qui appuieraient sur des boutons pour, disons, commander à des subsahariens, je ne sais pas, AQMI pour aller, depuis le Mali, aller attaquer la Côte d'Ivoire, ou bien Boko Haram, depuis le Nigeria, aller attaquer l'école de police à N'Djamena, au Tchad. Il n'existe pas de Central Command imaginaire d'une mouvance djihadiste globale qui agirait depuis le sud de la Libye, comme c'est parfois imaginé par certains qui ont l'imagination assez débridée. Et puis, en fait, ce qu'on voit, et je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est qu'en réalité, tous ces groupes, Ansarul Islam au Burkina, etc., ont en réalité obéissent à des agendas politiques extrêmement, politico-religieux extrêmement différents et extrêmement locaux. C'est vraiment le point que je veux mettre en évidence, en sachant du coup qu'il existe aussi, et on ne peut pas le négliger, quoi qu'il en soit, de la permanence de ces liens économiques, de ces commerces autrefois caravaniers à travers le Sahara. Il existe aussi un ressentiment des subsahariens contre les populations en teint clair, comme on dit, les Touaregs, les anciens esclavagistes, y compris donc les Arabes. Et on ne peut pas le nier, parce que ça a pu aussi expliquer en partie pourquoi un groupe comme le Midjao a décidé de quitter AQMI dans le nord du Mali au début des années 2010. Donc les dynamiques locales, quand je vous parle de dynamique locale, je vous parle de quoi concrètement? Je vous parle notamment de conflits agro-pastoraux qui sont aujourd'hui très virulents dans le centre du Mali, puisque, alors là aussi, c'est parfois ce qui se passe aujourd'hui dans le Massina, où l'armée française vient de tuer Amadou Koufa, qui était le leader de ce djihad du Peul, plutôt Peul, dans le centre du Mali. Il est aussi présenté comme une excroissance du conflit Touareg du Nord, mais en réalité, ses racines sont bien locales. Et les Peuls, effectivement, se sont saisis du djihad pour avancer leurs revendications. Donc à chaque fois, on a en fait des jeux d'instrumentalisation réciproque entre des gens qui sont, disons, les internationalistes, qui ont une vision globale du djihad, et puis les autochtones qui, eux, vont effectivement se saisir de cette globalisation du djihad pour faire avancer leurs revendications. Mais cette instrumentalisation, et j'insiste là-dessus, elle est bien réciproque. Ce n'est pas uniquement des Arabes qui viendraient implanter des groupes djihadistes dans le monde noir au sud du Sahara. Alors ces conflits agro-pastoraux, aujourd'hui on en parle beaucoup, parfois d'ailleurs un peu à tort et à travers, puisque les études nous montrent, par exemple dans le Massina, en fait 70% des conflits sont des conflits entre fermiers, pas entre des agriculteurs et des bergers peuls. Il y a aussi des conflits entre groupes pastoraux, mais indéniablement, ça constitue un des substrats de l'émergence de groupes djihadistes au Burkina, dans le nord du Burkina Faso ou bien dans le centre du Mali. Quand je vous parle de ces conflits agro-pastoraux, je rebondis aussi sur une autre question qui est souvent un petit peu sous-traitée, c'est le racket des forces de sécurité. Et là, dans le centre du Mali aussi, pour beaucoup, des services de forêt qui sont armés et qui, effectivement, racketaient la paysannerie, qui, du coup, se saisit des idéaux d'une charia qui permettrait de réformer et de purifier des sociétés musulmanes pour protester contre ces rackets. Et là, on voit à la fois se conjuguer un sentiment de marginalisation, des vieux griefs contre les pouvoirs centraux, là en l'occurrence au Mali, à Bamako, et puis toutes ces pratiques quotidiennes des forces de sécurité dans le racket, avec des griefs qui s'accumulent et qui se démultiplient en fait quand se met en place justement une réponse militaire à la menace terroriste. Parce qu'à ce moment-là, les dégâts collatéraux sur les populations civiles deviennent énormes, notamment autour du lac Tchad, du côté du Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, mais ça vaut aussi pour le centre du Mali. Là, la Fédération internationale des droits de l'homme vient de publier un rapport sur la caravane de la mort de l'armée malienne dans le Massina, qui a tué 67 civils au Bamo au cours des quelques derniers mois, dont on a retrouvé les corps dans les charniers, c'est difficilement disputable. Alors évidemment, quand vous tuez des civils, vous avez quand même peu de chances de gagner une guerre contre un ennemi invisible qui justement se cache parmi les civils et qui va lui utiliser les exactions, c'est même plus des dégâts collatéraux d'ailleurs, les abus des forces de sécurité pour justement embrayer sur ce discours qui vise à répudier un État corrompu et donc considéré comme impie. Et puis évidemment, on voit aussi beaucoup de phénomènes de vengeance où des jeunes vont rejoindre des groupes djihadistes de la région pour venger leurs parents tués à tort par les forces de sécurité
sécurité, ou aussi par peur de l'arrestation arbitraire, hein, avec la prison et la torture en prison jusqu'à la mort. Malheureusement, ça arrive trop souvent. Et bien entendu, tout ceci tend du coup à légitimer le djihad. Ça, c'est des choses que j'ai moi-même vues. J'ai interviewé une soixantaine de membres de Boko Haram entre le Nigeria, le Tchad et le Niger. Et effectivement, j'ai des récits détaillés des motivations qui peuvent pousser des jeunes à rejoindre ces groupes. Et là, on voit que ça n'a rien à voir avec l'idée d'une radicalisation de l'islam. Vous connaissez toute la controverse qu'on a en France sur l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islam. Une radicalisation de l'islam qui serait poussée par des milieux maghrébins. Quand on va vraiment sur le terrain et qu'on commence à s'entretenir avec les jeunes qui rejoignent les groupes djihadistes, on voit qu'on est très très loin de l'image que l'on en a trop souvent dans les médias. Donc, cette idée qu'il y a à la fois les réponses à la menace terroriste qui souvent provoquent des abus, des dégâts qui vont en fait légitimer les groupes djihadistes, puis effectivement des griefs locaux très anciens contre les pouvoirs centraux, qui expliquent pourquoi les Touaregs ont rejoint la dynamique djihadiste au début des années 2010 dans le nord du Mali, ou bien aussi pourquoi les Peuls aujourd'hui rejoignent cette mouvance. Alors c'est extrêmement important, et du coup ça relativise, et puisque tu parlais de la Libye, j'ai envie d'en dire aussi un petit mot, mais justement du point de vue peut-être malien. C'est-à-dire qu'il y a très souvent un narratif qui est proposé en disant finalement les groupes djihadistes auraient réussi à prendre le pouvoir dans le nord du Mali parce que le régime de Kadhafi était tombé et que du coup, les milices Touareg qui étaient proches de Kadhafi sont revenus surarmés vers le nord du Mali. Entre nous soit dit, mais je vais tenir mes 5 minutes, entre nous soit dit, elles sont d'abord passées par le Niger, ils ne se sont pas arrêtés au Niger. Et ils ont poursuivi jusqu'au Mali. Et là, effectivement, ils sont tombés sur une situation où, en réalité, il y avait des griefs très anciens contre le pouvoir central à Bamako. Ce n'était pas né d'hier. Ce n'est pas la chute de Kadhafi qui a créé cette tension très forte entre les Touaregs du nord du Mali et puis le pouvoir à Bamako. Et on ne peut pas comprendre pourquoi les groupes djihadistes ont réussi pendant quelques mois à s'emparer du pouvoir à Tombouctou, Gao ou Kidal, avant l'intervention de l'armée française en janvier 2013 avec l'opération Serval. On ne peut pas comprendre cette prise du pouvoir si on la met uniquement en relation avec la chute de Kadhafi qui a pu exacerber la crise, mais qui ne l'a pas provoquée. Elle existait déjà avant. Et puis surtout, il y a eu un élément absolument fondamental, beaucoup plus important que la chute de Kadhafi, qui est du local. C'est le coup d'État de Sanogo à Bamako en 2012. Parce qu'à ce moment-là, l'armée malienne se retire complètement du nord du Mali. Donc là, les groupes djihadistes prospèrent dans un vide politique complet. Il n'y a plus de forces de sécurité. Et pendant ce temps, l'armée malienne est occupée à se battre dans Bamako entre les bérets verts, les bérets rouges, c'est-à-dire les partisans de l'ancien président déchu ATT, et puis ceux du capitaine Sanogo, qui venait de faire un coup d'État, quelques mois d'ailleurs avant les élections qui allaient se produire, et où ATT ne demandait pas le renouvellement de son mandat. Donc, je veux dire, comprendre la crise du Mali en 2012 comme étant un effet d'ailleurs de l'intervention franco-britannique en Libye, il y a un effet direct, oui, mais qui n'est pas absolument essentiel. Le coup d'État à Bamako est beaucoup plus important que ce qui a pu se passer au Machrek ou au Maghreb. Pour comprendre, j'ai jamais très bien su d'ailleurs si la Libye était finalement partie du Machrek ou du Maghreb. Mais un jour, il faudra qu'on me réponde à cette question. Il y a des spécialistes dans la salle qui vont me le dire. Je vais présenter le sud libyen comme un fief d'islamistes, il n'y a pas. On va y revenir, parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes pour conclure. Donc voilà, j'invite pour comprendre toutes ces crises qui agitent ce que certains appellent, à mon avis à tort, le Sahélistan, parce qu'il y a évidemment des imbrications dans ces crises, mais elles ne sont pas toutes reliées à tel point qu'il y aurait un commandement central dans ces logiques insurrectionnelles. Donc j'invite à prendre ces distances quand même avec le rôle qu'a pu jouer les conflits aussi au Maghreb, y compris d'ailleurs au Sahara occidental. Il y a des liens, y compris par exemple par rapport au Mudjao, mais ce n'est pas ça le facteur explicatif en tant que tel de toutes ces crises. Il vaut mieux regarder du côté les conflits agro-pastoraux, la déliquescence des États africains, la corruption des forces de sécurité, tous les griefs que ça a pu provoquer. Donc ma conclusion est la suivante. Je crois qu'il faut, quand on essaie de comprendre ces conflits au Sahel occidental en tout cas, éviter d'avoir une vision trop condescendante sur des substances
sahariens qui seraient manipulés, qui seraient pauvres, oisifs, et qui donc seraient facilement manipulables par des Arabes. Les clercs islamiques, on a une longue tradition dont je parle dans ce livre, il y a tout un chapitre historique qui me paraît aussi essentiel, qui montre qu'il y a une longue tradition de djihad au Sahel, et que les clercs islamiques africains, noirs, n'ont nullement eu besoin d'Arabes pour eux-mêmes construire leur propre théologie de la libération. Et ces grands djihads du XIXe siècle, qui eux avaient réussi effectivement à monter des proto-États islamiques, sont encore aujourd'hui la grande référence des groupes djihadistes qui sévissent au Mali ou bien autour du Nigeria. Donc voilà, j'invite à ne pas avoir un regard trop condescendant sur des populations africaines noires qui seraient facilement manipulables, et j'invite aussi à comprendre l'allégeance de ces groupes tantôt à Al-Qaïda ou à Daesh comme étant un jeu d'instrumentalisation réciproque. Ce n'est pas la preuve que ces groupes seraient montés qui par Daesh ou qui par Al-Qaïda, c'est qu'à un moment donné de cette lutte, avec toutes ces dynamiques locales que j'essaie de résumer, et ça a été assez pénible, il faut le dire, juste en quelques minutes, mais c'est extrêmement complexe, mais que ces groupes se saisissent aussi des opportunités que peuvent offrir une allégeance qui leur donne une caisse de résonance globale qu'ils n'auraient pas forcément. Sinon, on serait dans du conflit agropastoral avec une bande de va-nu-pieds dont personne ne parlerait en France, et surtout avec une vision où finalement beaucoup plus relativisée des menaces que portent ces groupes qui, rappelons-le, aucun des groupes djihadistes sahéliens n'a jamais commis d'attentat sur le sol européen ou américain. Je crois qu'il convient quand même de le rappeler. Merci. Bon, je remercie nos 4 intervenants qui ont subi ma dictature pendant toutes leurs interventions, mais nous allons maintenant pouvoir leur poser des questions, et ce qu'ils n'ont pas pu dire pendant leur intervention, ils ont maintenant environ une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai vu Monsieur Jamaï, je vous vois là-bas, Monsieur... Et je vois Madame ici et Monsieur. Bon, voilà, c'est déjà de côté. Vous commencez, Monsieur. Alors, si dictature élue, elle fut éclairée parce que les présentations étaient réellement lumineuses et mes remerciements pour tous les intervenants, ce fut particulièrement dense et lumineux. Je voudrais apporter un témoignage et poser une question par rapport à la question du Sahara. Je suis peut-être le seul journaliste marocain à avoir interviewé Mohamed Abdelaziz. Ça m'a valu une interdiction. Ça m'a valu l'interdiction du journal en avril 2000. Et je l'avais interviewé pour lui poser une seule question. Et la question était, quelle est votre opinion par rapport à l'offre d'autonomie, qui n'était pas encore la position officielle du Maroc. On le saura plus tard, c'était la position officieuse du Maroc, puisque Hassan II avait convoqué Martin Indyk, qui est sous-secrétaire d'État américain, pour lui annoncer que ça allait être dorénavant la position du Maroc. Mais ça, personne ne le savait. Quand je l'ai interviewé, je ne le savais pas. Mais il se racontait que le Maroc allait finalement sortir de la question du référendum, comme l'a très bien indiqué Khadija, est une approche qui ne peut pas fonctionner parce que c'est une approche où le succès est total pour une partie et la défaite est totale pour l'autre partie. Et on le sait, dans les processus de négociation, ce type de système ne fonctionne jamais. Il n'y a pas de... et donc, je lui ai posé la question. Est-ce que la réponse n'était pas comme... Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse la position du Polisario, on a l'impression que le Polisario a toujours été contre la sortie de la question du référendum. Alors, je peux témoigner que quand j'ai posé la question à Mohamed Abdelaziz, c'était à l'hôtel Mayflower à Washington, il m'a dit, pour l'instant, nous sommes dans un processus référendaire. Pour le reste, on verra. Et à la fin de l'interview, son conseil diplomatique m'a pris par le bras et m'a dit, Monsieur Jamaï, si cette histoire d'autonomie préserve votre dignité et la nôtre, pourquoi pas? Et nous l'avons publié. Malheureusement, le journal a été interdit par le régime marocain. D'accord? Par la suite, quelques mois plus tard, c'était devenu la position officielle du Maroc. Mais à l'époque, ça les arrangeait de nous interdire, donc ils nous ont accusés de rage, donc, parce que c'est la rage au Maroc, c'est le Sahara et le Polisario, pour nous interdire. Et donc la question intéressante ici, c'est pourquoi le Polisario a vacillé? Pourquoi, à ce moment-là précis de l'histoire du Maroc et du Sahara, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce vacillement? Ma théorie que j'aimerais tester devant vous et que j'aimerais que Khadija me fasse son commentaire, c'est qu'à ce moment-là, Mohamed VI était réellement populaire, même au niveau... Il venait de virer Driss el-Bsri, et la raison officielle étant le tabassage des manifestants sahraouis à l'Ayoun,
Donc, on était en septembre, les manifestations ont eu lieu en septembre 1990, Smara, il y a une 99, oui, pardon, 99. Et donc, le roi, non seulement vire Bsri, mais son discours sur la marche verte le 6 novembre 99, il dit aux Sahraouis, nous allons vous permettre d'avoir votre propre représentation, etc., etc., etc. Et que notre analyse à l'époque au journal, c'était que le Polisario commençait un peu à paniquer parce qu'il voyait que les Sahraouis, qui sont les nouvelles générations sahraouis, notamment dans le Sahara marocain, les provinces du Sud, le Sahara occidental, appelez-le comme vous le souhaitez, commençaient un peu à se poser la question de savoir si finalement rester dans un État plus ou moins fédéralisé marocain, démocratique, ne serait pas finalement aussi intéressant, sinon plus intéressant que de se retrouver avec une direction du Polisario, avec tous les problèmes qu'elle pourrait avoir, étant donné son alliance avec les militaires algériens, etc., etc., etc. Et donc il fallait pas apparaître trop éloigné de ces populations. Et j'ai en tête des noms par rapport à cette génération. C'est ma question pour toi, Khadija. Je pense à Aminatou Haïdar, je pense à Moutaoukil, je pense à Salim Tsemk, etc., etc. Et on a vu après ce qui s'est passé, c'est que le régime marocain a fini par littéralement virer Aminatou Haïdar, c'est-à-dire tu pensais que j'ai eu l'impression que tu disais qu'il y avait une sorte de grand remplacement au Sahara finalement, que des populations du Nord prenaient la place des populations sahraouies. Est-ce que ça a atteint le point où la possibilité d'avoir cette nouvelle génération qui soit un interlocuteur intéressant pour un Maroc qui se démocratise sérieusement, ce qui n'est évidemment pas le cas, est-ce que cette option-là est passée? J'essaie de répondre rapidement. Alors, sur la question de l'autonomie, moi, je pense que le Maroc a fait une offre d'autonomie, d'un plan d'autonomie en 2007. Et ce plan d'autonomie, les Français l'ont aidé et ils ont peut-être suggéré d'ailleurs cette autonomie au Maroc. La question de l'autonomie, elle pose d'abord un problème de méthode. C'est-à-dire qu'en faisant cette offre d'autonomie, le Maroc d'abord vient écarter toutes les résolutions de l'ONU qu'il y a eu sur le Sahara occidental. D'autre part, il écarte l'autodétermination, c'est-à-dire que c'est une autonomie qui ne peut pas, à laquelle on ne peut pas arriver par le biais d'un référendum d'autodétermination qui poserait la question de l'autonomie. Alors maintenant, la question des Sahraouis, d'abord les Sahraouis sont divisés. Et même au sein du Front Polisario, ils sont divisés sur cette question. Alors, il y a effectivement des groupes qui sont pour au sein du Front Polisario, d'autres qui sont contre. Le problème, c'est que ceux qui sont pour, ils ne peuvent pas le dire parce qu'il y a quand même, c'est pas du tout démocratique le Front Polisario. Et d'autre part, ils disent que, ils me l'ont dit en tout cas en Espagne, en disant oui à l'autonomie, on n'a plus de marge de manœuvre. Et ça, je pense qu'on peut le croire. Quant à Aminatou Haïdar, elle n'est pas au sein du Front Polisario. Alors, je parlais, moi, et pour faire vite, je réponds assez vite, je parlais des nouvelles générations, ça n'empêche pas le mixage. Il y a eu effectivement une volonté de mixer toutes ces populations et de rendre les Sahraouis minoritaires de la part de Hassan II. Et ça, je pense qu'il y est arrivé. En revanche, les nouvelles générations, je crois que le rapport de ces générations sahraouies au pouvoir n'est plus le même sous Mohamed VI et sous Hassan II. Hassan II s'était appuyé sur des élites et Mohamed VI ne s'appuie plus sur ces élites. Et les crises qu'il y a eu au sein du Sahara, elles sont, à mon avis, consécutives de ça. Mais bon, tout ça, ça nous éloigne de l'autonomie et de la manière de parvenir à une résolution aujourd'hui qui peut se faire par d'autres moyens, peut-être par les compromis et pas seulement et uniquement par l'autonomie comme seul moyen de résolution. Merci, Irtija. Alors, je prends 3 questions. Monsieur là-bas, madame et monsieur, vous essayez de faire court. Et l'autre côté. Ah oui. C'est bon là. C'est bon. Non, merci pour les différents angles d'attaque pendant la journée, parce que les 3 tables rondes, il y avait des angles d'attaque là-dessus qui montrent malheureusement une évidence pour moi. Je crois que ce non-Maghreb
dont les peuples du Maghreb ont rêvé coûte très cher. Et il est aussi l'expression vraiment d'un échec des politiques nationales qui ont été menées aussi bien en Tunisie qu'en Algérie qu'au Maroc. Et malgré les différences politiques de ces régimes. Et je pense que le problème actuel qui se pose, c'est-à-dire on a évidemment fait allusion à vraiment une composante importante, c'est qu'il y a un rejet total de la population, à commencer par la jeunesse, de ces gouvernants, de toutes ces politiques qui sont dans cet espace. Et ce rejet total ne peut être, je dirais, comblé qu'à travers, quelle est, je dirais, la colonne vertébrale sur laquelle il faut, à mon sens, s'appuyer. Parce que les réponses techniques à un problème, à des problèmes sociétaux graves, sont limitées. Et par conséquent, pour aller très vite, je considère qu'il y a deux questions importantes sur lesquelles il faut qu'on s'attarde. C'est la question de la démocratie, une véritable démocratie, parce qu'il y a une instrumentalisation de tout le jeu démocratique tel qu'il s'est passé aussi bien au Maroc qu'en Algérie. La Tunisie, c'est une situation à part parce qu'elle a vécu une révolution citoyenne. Et la deuxième question, c'est la justice sociale. Et tant qu'il n'y a pas un traitement de ces deux questions, la démocratie, une véritable démocratie et une justice sociale dans cet espace, on sera toujours dans une situation d'impasse. S'il vous plaît, je vais être très courte et tout en remerciant, merci beaucoup pour ce partage. Donc ma question est pour M. Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Merci beaucoup pour cette intervention qui est quand même très, très différente de ce qu'on entend dans les médias, notamment dans les médias continuels. Alors, moi, je voudrais vous demander, M. Monclos, est-ce que vos analyses ont un écho et une résonance, notamment quand vous parlez de longue tradition djihadiste, quand vous parlez de ces États faillis du Sahel, de ces corruptions, etc. Est-ce qu'ils ont un écho au niveau des militaires français? Parce que tout ce qu'on voit actuellement, ce qui se passe, c'est pas tout à fait ça. Donc, moi, je suis frappée un petit peu de cette antinomie. On est quand même frappé. Voilà, c'est la question que je voulais. Oui, donc rebonjour, merci aux intervenants. J'ai 3 questions que j'essaierai de poser rapidement, ou même questions sous forme de commentaires aussi. Sur la crise migratoire, les solutions ou les lois comment dirais-je, pénales qui ont été votées ou appliquées dans le Maghreb, notamment en Algérie, que vous avez cité l'Algérie en 2009, sont directement liées à la pression européenne également, qui porte une politique purement sécuritaire sur la crise migratoire, donc qui met la pression. La loi en Algérie en 2009 est très liée à ce qui s'est passé en 2008 sur l'UPEM, la relance de l'Union pour la Méditerranée. Deuxième question concerne la Libye directement. Est-ce que vous connaissez bien sûr les alliances, donc les différentes alliances au niveau régional, et je dirais les influences des acteurs régionaux, la Turquie, le Qatar qui soutiennent aujourd'hui le GNA, les frères musulmans, mais il y a l'Égypte et les Émirats qui soutiennent directement, militairement, financièrement, le maréchal Haftar et ses milices, qui est un éradicateur, il y a un opposant radical, je dirais, contre les frères musulmans et toute mouvance islamiste, même modérée. Et derrière cela, il y a la lutte des influences entre la France et l'Italie, pour ne pas aller plus loin. Est-ce que ces luttes, justement, régionales et internationales, n'augmentent pas ou n'encouragent pas la surenchère de la violence des milices locales libyennes? Troisième question concerne globalement donc le Maghreb, cette intégration du Maghreb. Il y a eu récemment donc l'appel d'Alger pour une
un conseil des ministres de l'UMA. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le contexte actuel permet une avancée ou pas? Voilà, merci. C'est très court, madame. J'ai une question sur la facture militaire, c'est-à-dire quel est l'impact parce qu'il y a maintenant une augmentation des dépenses militaires, et quel est l'impact de ces dépenses militaires qui sont élevées, très élevées. Je m'adresse à Khadija et à Ali. Leur impact sur le développement au Maghreb, et quel est l'impact également sur le développement de la région. Merci. Je vais remettre le micro. Il y a deux questions qui portent sur l'impact du non-Maghreb. On en a déjà beaucoup parlé. Qui est-ce qui voudrait en dire quelques mots? Peut-être vous, Farida? Je vais peut-être répondre plutôt à la question qui m'a été directement adressée. Je peux y aller sur la question. Alors, il n'y a pas il n'y a pas de problème sur le fait qu'il y ait une velléité d'externalisation des frontières, mais ça ne dédouane pas les acteurs politiques du sud de la Méditerranée en tant qu'acteurs politiques. Et ils vont parfois au-delà de ce qui est attendu d'eux, voire parfois, parce qu'en réalité, ce que voudrait l'Union européenne, c'est que ces acteurs non seulement gardent la frontière, mais aussi se dotent de mécanismes, par exemple, de droit d'asile et de refuge pour que les demandes soient examinées directement là-bas. Et ça, ils arrivent bien à ne pas le faire. C'est qu'en fait, ils peuvent ne pas faire certaines choses. Et puis, dans l'application, ils ne les font pas forcément. Donc, dire qu'il y a de pression de l'Union européenne, ça ne suffit pas à dire ces acteurs politiques subissent complètement cette politique migratoire. Ils la mettent en œuvre quand ils ont envie de la mettre en œuvre, ils arrêtent de la mettre en œuvre quand ils ont envie d'arrêter. Et là, l'exemple type, c'est aussi la Libye. La Libye qui, même dans son état actuel, tout le monde a l'impression qu'il y a un non-acteur, arrive à signer des accords avec l'Italie, notamment pour ce qui est des opérations de search and rescue, de sauvetage dans la Méditerranée, etc. On a des acteurs politiques, en fait, au sud de la Méditerranée, qui ont un pouvoir d'action dans leur propre pays et ils ne subissent pas les lois qu'ils mettent en œuvre. Bon. Alors, on posait une question sur le non-Maghreb. Qui veut en dire quelques mots ? Je crois que quelqu'un a posé la question sur l'union du Maghreb qui serait relancée par l'Algérie et qui serait relancée sous une autre forme par le roi du Maroc. Moi, je ne vois pas pourquoi l'UMA qui n'a pas fonctionné fonctionnerait aujourd'hui. Rien n'a fondamentalement changé. C'est-à-dire que les raisons du blocage sont encore là. Et ce n'est pas uniquement le conflit du Sahara occidental. C'est la rivalité entre les deux régimes qui conduit à la course à l'armement de la part des deux États. Et c'est surtout, je pourrais énumérer effectivement les choses, mais c'est surtout une absence de volonté politique. Donc, il y a une union du Maghreb arabe qui n'a pas fonctionné, qui ne sert à rien aujourd'hui, qui n'inclut pas les opinions, qui inclut seulement les chefs d'État, et il n'y a aucun projet d'intégration, aucun projet maghrébin. Donc je pense que de la part de l'Algérie comme de la part du Maroc, il y a une volonté d'aller à Genève en disant « moi j'ai tout essayé, mettons de côté le Sahara occidental et faisons le Maghreb ». Personne ne l'entend de cette oreille. C'est un tout qu'il faut régler de manière globale. Donc tout ça, ce sont des effets d'annonce et je crois que ça ne va pas plus loin que les effets d'annonce. Bon, c'est pas très... Alors, Ali... Oui. D'abord, je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce que disait... Oui, pardon, à ce que disait Farida. En fait, on a toujours une vision européocentriste, y compris pour culpabiliser l'Europe. Et ces pays-là n'ont pas attendu, parce que, en fait, cette migration, avant même qu'apparaissent les routes clandestines vers l'Europe, elle se destinait déjà au Maghreb. Et en 1986, l'Algérie, c'est-à-dire là, à une période où on pouvait rentrer encore sans visa en France, l'Algérie avait été épinglée par l'ONU pour un refoulement massif de migrants. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait dedans des Touaregs et la vision romantique qu'on en avait en France, etc. Donc c'est une très vieille pratique, reflet des pratiques autoritaires du pouvoir, sauf que ça se faisait dans le vase clos
dans le huis clos, pardon, de pouvoirs autoritaires, et qu'avec l'européanisation des questions migratoires, cela apparaît. Donc il ne faut pas dédouaner non plus ces États du Sud de leurs pratiques autoritaires, etc. Alors, je reviens sur la question Maghreb, etc., avant de revenir à répondre à ma question sur les ingérences. Je vais peut-être paraître fumeux et de dire des généralités, mais elles sont bonnes. Le Sahara n'a jamais été un territoire, c'est des routes. Alors, de transit, ça implique deux choses. Aucun État ne peut se prévaloir historiquement d'avoir maîtrisé, aucun État sahélien ou maghrébin ne peut se prévaloir d'avoir un droit historique ou d'avoir maîtrisé à un moment donné ou à un autre une partie du Sahara. Par ailleurs, le Sahara n'a jamais fait émerger d'État. Et c'est pour ça que moi, ma position, vous allez me dire, elle est un peu comme on dit, normande. Je ne crois absolument pas à la possibilité pacifique d'intégrer des parties sahariennes et des populations sahariennes à des États-nations, tout comme je ne crois pas à la possibilité d'États-nations à partir du Sahara. C'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Niger et c'est valable pour le Sahara occidental. Alors vous me dites, qu'est-ce que vous proposez? Regardez, je vais dire quelque chose de fumeux, mais il y a l'histoire. Bon, il y a cette régionalisation qu'on propose à l'échelle du Maroc, mais pourquoi pas à l'échelle de tout le Sahara? Historiquement, la France, dans une visée très coloniale, avait fait l'OCRS. Mais l'erreur de cette OCRS, on a voulu couper. Alors, la France a voulu mobiliser cette vision d'un Sahara interconnecté avec son identité propre. Mais en fait, l'objectif était de s'approprier le pétrole algérien, c'est tout. Mais elle l'a coupé de ces deux débouchés. Or, le Sahara n'a pas de sens sans son débouché maghrébin et sahélien. Donc, pourquoi ne pas penser demain, et c'est en train de se faire sur le plan sécuritaire, une régionalisation globale, c'est-à-dire une responsabilité commune des États maghrébins et des États sahéliens dans cette gestion du Sahara. C'est en train de se faire parce que le G5, la France, les États-Unis, malgré tous les discours ombrageux nationalistes, etc., ils sont en train de gérer la situation sécuritaire des Saharas, du Sahara, des pays maghrébins et des pays sahéliens. Et même l'Algérie a une base d'écoute à Tamen Rasset. Donc, en fait, mon point de vue, c'est cela. Et puis, redynamiser cette région, c'est pas tant les petits, je m'excuse, c'est pas du mépris, les petits programmes de développement de l'AFD et autres, il faut leur restituer à son identité. Ça a été une région fabuleusement riche parce qu'elle a été une région d'échange et de transit entre le Maghreb et le Sahel. Et au moment où le credo ultralibéral s'impose à travers tout le monde, dans cette région, on veut faire des frontières encore plus étanches. Mais, par contre, c'est là que le rêve devient fumeux, c'est que pour qu'il y ait, si je peux dire, des abandons de souveraineté, il faut de la démocratie. Et c'est pour cela que ni l'Algérie ni le Maroc ne se départiront de cette position agressive de Assabiya nationale où on mobilise la question du Sahara pour une agressivité encore plus grande. Voilà. Et ceux qui payent la peau cassée, c'est les Sahraouis. Et c'est autant les Algériens que les Marocains qui sont en train de les malmener. Et donc, et là, je reviens à une chose, je m'excuse, je suis hors de débat, je suis toujours ulcéré par cette non-autonomie des intellectuels algériens, marocains, sur cette question, c'est-à-dire sur cette question, on a plus affaire à des intellectuels organiques nationaux qu'à des gens qui réfléchissent, etc. Et bon, voilà, c'était mon truc. Pour répondre à ma question... Alors, pour répondre à ma question sur les ingénieurs, oui, ce que vous disiez, effectivement, est vrai. Et je vais dire quelque chose aussi de plus. Actuellement, les pays du Golfe sont ceux qui, parce qu'ils ont redécouvert une position stratégique nouvelle par leur enrichissement et par l'éclatement des polarités géopolitiques à l'échelle internationale, ils sont en train de jouer un grand rôle. Dans la pagaille, si je peux dire, qui est faite
Alors, je n'aime pas les yakas et pas les chikas. Bien sûr, en Libye, il y a des acteurs, etc. Mais il y a des acteurs régionaux qui accroissent ça. Et je vais dire une chose, moi, ce qui m'inquiète, d'abord, je pense que la diplomatie française s'aligne de plus en plus, voire qu'elle est ligotée par les pays du Golfe. Je comprends qu'il faut qu'il y ait des alliances. Je comprends que dans la politique extérieure d'un pays, elle est déterminée par ses propres intérêts et les intérêts des alliances qu'il a tissées. Cependant, je pense, à mon avis, qu'il y a un alignement très fort. Je n'aime pas les yakas, mais si les pays occidentaux avaient une position suffisamment autonome vis-à-vis des pays du Golfe, ils pourraient rapidement décréter la paix en Libye. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'emprise de ces pays sur la France elle-même. Et je vais dire quelque chose de encore angoissant, peut-être. La drogue a détruit beaucoup d'États faibles du tiers-monde, voire moins faibles comme le Mexique. Et je dirais que le pétrole risque d'être la drogue des pays occidentaux. Quand on voit qu'un président intervient auprès de la Ligue internationale de football pour éviter que le Qatar soit puni, etc., mais où on en est? Et puis, moi, je le vois personnellement dans les pays arabes sur lesquels je travaille, mais en France même, y compris sur le terrain de la recherche sur le monde arabe, alors que l'université se mutile par des trucs bureaucratiques, elle n'a pas d'argent, etc., ben, le Qatar ouvre, donne de l'argent à flot. Bientôt, les seuls spécialistes qui auront les moyens de travailler sur le monde arabe en France, ben, ça sera les gens qui travailleraient avec les pays du Golfe. C'est déjà vrai en Tunisie, où il y a le CAREP, donc c'est un centre de recherche. Oui, justement, j'allais y venir, qui a capté les élites laïques. Et à Paris, qui ils ont? Ce n'est pas des islamistes, c'est les anciens du Conseil national syrien, c'est des laïcs, etc., des gens de gauche. Alors que nous, à l'université, moi, je viens de jeter 2000 € pour une mission, un surplus de mon institut. Ce n'est même pas de l'argent de l'université, parce qu'il y a des... Et pas pour aller à Libye, officiellement pour aller dans le sud tunisien seulement. Il y a des contraintes bureaucratiques telles que vous ne pourrez plus faire de mission qu'à Londres, New York, Paris et Milan, et encore. Et ce n'est pas seulement les questions de sécurité. Vous allez même dans un pays sécurisé qui n'est pas sur la liste rouge des affaires étrangères. Il vous faut des factures pour tout. Pour tout. Et c'est une impossibilité. Et donc, je trouve que, effectivement, le pétrole risque de tuer les pays occidentaux comme la drogue l'a fait pour beaucoup de pays du tiers-monde. Je pense que ce serait intéressant que Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui doit être confronté à la même difficulté, en dise deux mots. Et puis, il faudra que nous répondions, parce que la réponse, elle est déjà donnée dans la question à monsieur sur l'absence de démocratie réelle et sur l'absence de justice sociale. Je crois que la réponse était dans votre question. Hein, mais là... Oui, alors très rapidement, parce que comme Ali, je suis confronté à tous ces problèmes d'accès à des zones rouges qui sont en fait interdites par le ministère des Affaires étrangères français. Donc pour moi, ce n'est pas le Qatar ou le pétrole qui tue la recherche française, c'est notre bureaucratie. Oui. Et un institut comme le mien, qui est l'Institut de recherche pour le développement, dont la seule vraie valeur ajoutée au niveau global, c'est justement la connaissance du terrain. Si on nous interdit d'aller faire du terrain, non seulement parce qu'il n'est plus financé, mais parce qu'il nous est interdit par les affaires étrangères, la France est en train de perdre la bataille du soft power. Voilà, j'ai passé mon message. Alors je réponds très rapidement à votre question, madame, pour savoir, justement, et c'est dans les zones oranges, tout devient, de toute façon, il y a un grand passage. Il y a eu des soldes sur les peintures, la peinture rouge et orange, et toute l'Afrique a été coloriée. L'Afrique noire. Bon, alors, une très rapide, parce que ça va dans le même sens, en fait. Est-ce que les chercheurs ont une influence sur le politique et le militaire ? J'en sais trop rien. D'habitude, on écrit des articles scientifiques que presque personne ne lit. Là, ce livre a eu le droit à une couverture médiatique exceptionnelle, en tout cas pour moi, une demi-page dans Le Monde, 2 pages dans Libé, la dernière page du Figaro. Et je l'ai interprété ainsi. Je pense qu'il y a aujourd'hui une inquiétude sur le fait que les combattants de Daesh n'aillent se replier en Afrique, ce qui explique pourquoi ce livre a suscité d'intérêt. Et
et c'est mon deuxième point, c'est aussi qu'il y a quand même le sentiment en France qu'on est au Mali depuis 2013, que la situation ne s'améliore pas, qu'on vient de se replier de la base de Sévaré sur Bamako, qu'en fait la réponse militaire ne mène à rien. Ce que j'expliquais dès 2013, janvier 2013, dans une tribune dans le Figaro et dans le Libé, comme ça il n'y a pas de jaloux, et puis dans l'introduction de ce livre qui malheureusement était prémonitoire, et des fois on regrette d'avoir eu raison, mais qu'effectivement ça ne mène à rien. Alors maintenant, je ne suis pas antimilitariste, c'est-à-dire qu'il y a des opérations militaires qui ont été menées par la France en Afrique, que j'ai soutenues, Sangaris en Centrafrique, Artemis en Ituri, mais là, je pense que sur le Mali, on ne va nulle part. Alors, bon, dans les entretiens privés, j'ai des entretiens, je suis convié à des réunions au ministère de la Défense, on discute, et j'ai généralement un dialogue où je ne suis pas censuré. Hein, ça, c'est très important, donc il y a un dialogue fluide avec les militaires. Maintenant, en privé, j'observe qu'il y a finalement 3 catégories de militaires français. Il y en a qui sont en fait d'accord avec moi, et qui me disent, vous savez, nous, on est sous l'ordre du politique, donc l'Élysée nous a demandé d'intervenir au Mali en 2013, mais on sait que ça mène à rien parce que c'est un problème d'État et que c'est pas l'armée française qui peut construire un État et une armée malienne comme ça en un tour de main au Mali. Donc il y a des gens qui sont en fait d'accord avec moi, mais en privé. Il y en a d'autres qui, eux, sont plutôt sur, effectivement, cette menace globale, mais vous comprenez, si on ne fait rien, l'arc de crise, demain, vous allez avoir une horde de Boko Haram qui va envahir Paris. Alors là, cela, c'est souvent aussi très pragmatique, hein, ça permet de justifier la sanctuarisation des budgets militaires, la permanence des bases militaires françaises en Afrique subsaharienne, etc. Donc là, il y a aussi un intérêt bien compris. Et puis, il y a une troisième catégorie, malheureusement, il existe quand même aussi, il faut le dire, des militaires conservateurs qui croient être engagés dans une guerre de civilisation. Et cela, effectivement, il y a des dialogues parfois un peu surréalistes où j'essaye d'expliquer que plus la France, république laïque, intervient pour dire quel est le bon ou le mauvais islam au sud du Sahara, plus on se met les pieds dans le tapis, parce qu'évidemment, ce n'est pas à nous de le dire. Les spécialistes de la sécurité ne sont pas théologiens, donc je pense que c'est vraiment une grave erreur. Et quand on fait le focus sur le religieux en disant on va financer des programmes de déradicalisation, comme si c'était le wahhabisme qui était à l'origine des groupes djihadistes, là, effectivement, je pense qu'on se trompe, mais il y en a des gens qui en sont profondément convaincus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais fait une tribune dans l'IB en expliquant qu'il fallait aussi déradicaliser les esprits de certains républicains qui attachent beaucoup d'importance à nos valeurs laïques, que nous partageons, je l'imagine tous, dans cette salle, mais il se trouve que quelquefois ça peut aussi aveugler dans la façon dont on peut répondre à ces menaces. Voilà. Il va falloir laisser, je crois, la parole. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de lever la main. Bon, attendez, là, il y a un vrai problème. On ne peut pas, parce qu'il faut que nous quittions la salle à une heure donnée, et il faut laisser le quart d'heure qui est laissé à Nedji Safir pour faire la conclusion générale. Donc je regrette, je suis désolée, mais je ne peux plus donner la parole et on n'a même pas le temps de répondre à votre question, mais je crois que malheureusement la réponse on la connaît. Il est évident que plus on dépense d'argent en matière militaire, moins on en dépense pour d'autres domaines. Madame Guiga, j'aimerais juste dire une phrase parce que les intellectuels maghrébins ont été pris à partie. Ils sont fonctionnaires et s'ils s'expriment sur ce genre de sujet, ils ne sont pas sûrs d'avoir leur salaire parfois à la fin du mois, et donc il faut relativiser la liberté des intellectuels. Oui, ils le sont pas tous, mais certains le sont. Bon. Et on sait par le sort réservé aux dissidents au Maghreb depuis les indépendances que ce n'est pas un sort facile. Mesdames, Messieurs, on va donc conclure cette journée. C'est Nedji Safir qui va le faire. Et il y avait aussi Madame Catherine Dumas, qui est sénatrice de Paris et qui est la vice-présidente du groupe d'amitié France-Tunisie. Il se trouve que, en raison de ce qui se passe en ce moment à Paris, qui nous a un peu échappé parce qu'on était au Maghreb, elle n'a pas pu venir. Et donc, elle m'a demandé de lire son intervention. Je vais simplement la résumer en quelques mots. Elle remercie l'IREMO. Alors, l'IREMO la remercie. Elle remercie le groupe d'amitié France-Tunisie du Sénat. Elle remercie les intervenants. Et par ailleurs, elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle est attachée à la cause des femmes et qu'en tant que vice-présidente du groupe d'amitié France-Tunisie, elle entend travailler beaucoup sur ce sujet, d'autant plus que c'est en Tunisie, selon Madame
Catherine Dumas qu'il y a les bonnes évolutions sur ces sujets. Voilà en quelques mots. Et je laisse la parole à Nadji pour faire la conclusion. Je voulais simplement faire état de ces quelques mots de Madame Dumas, que nous remercions, évidemment. Nadji, je t'en prie. Merci Jean-Paul. Je vais conclure vraiment en quelques phrases. On n'a pas besoin de grands discours. D'abord, un point très important. Je m'exprime au nom de tous les collègues de l'IREMO et particulièrement au nom d'un petit noyau Maghreb. Et nous considérons que ce colloque est la manifestation de cette volonté d'ouvrir l'IREMO plus sur le Maghreb. Jusqu'à présent, les activités de l'IREMO étaient plus orientées vers, disons, le Moyen-Orient, et ce colloque marque symboliquement cette volonté de s'intéresser aussi au Maghreb. Deuxième point qui me paraît important de tous nos débats, c'est que nous sommes face à une région qui est d'une manière ou d'une autre en crise. Chaque pays, à sa façon, rencontre des difficultés. Chaque pays, à sa façon, rencontre des problèmes liés à son insertion dans le monde d'aujourd'hui. Et quand je dis dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de mondialisation au sens d'échange économique. Le problème est plus profond. Je suis très heureux qu'à un moment, on ait évoqué les problèmes du système éducatif. Les amis de l'IREMO le savent, c'est mon dada. Nous avons un séminaire sur le Maghreb et j'anime régulièrement une séance dans le cadre de ce séminaire qui est consacrée aux problèmes des systèmes éducatifs. Et de ce point de vue, il faut être conscient que c'est une catastrophe. Il y a des enquêtes internationales, il y a deux grandes enquêtes internationales, l'une qui s'appelle TIMSS, l'autre qui est plus connue, c'est PISA. PISA est plus connue parce qu'elle couvre la France, enfin les pays de l'OCDE. À chaque fois que les pays maghrébins ont participé à ces enquêtes, les performances des élèves maghrébins sont tout à fait en bas de gamme, tout à fait en fin des classements. Donc nous sommes face à une région qui a à faire face à beaucoup de problèmes. On a évoqué la question du Sahara occidental, les blocages de l'intégration maghrébine. Il est évident que ce sont là des handicaps lourds. Il n'y a pas d'expérience historique d'émergence, on parle des pays émergents, il n'y a pas d'expérience historique d'émergence sans qu'il y ait eu une intégration régionale. Et tant que nous persévérons, pour quelque raison que ce soit des affrontements liés à une perception de la sécurité ou à des principes, etc., de toutes les façons, tant que nous n'avons pas un espace maghrébin pleinement intégré, il y a peu de chances qu'il y ait une croissance économique, qu'il y ait une émergence au niveau de la région. Il faut en être conscient. Et de ce point de vue-là, je m'exprime très franchement, à un moment, on a incriminé la France, le colonialisme. Moi, je crois que ce sont des discours qui ne servent à rien. J'ai envie de dire, à la limite, si la France a pour intérêt de bloquer le Maghreb, c'est peut-être sa politique, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Le problème, c'est pourquoi les pays maghrébins, pourquoi il n'y a pas de force, politique, intellectuelle, scientifique, qui, au niveau des pays maghrébins, permettent l'émergence de ces pays en tant que tels. Je ne crois pas que les États-Unis aient prié tous les jours pour l'émergence de la Chine depuis 1949. Ça n'a pas empêché la Chine de devenir une puissance mondiale.
Voilà, je crois que nous avons eu des débats très riches. Considérons que ce ne sont que de premiers échanges. Gardons le contact. Je crois que c'est à ça que servent ces colloques. Il y a eu des échanges dans tous les sens. Et puis, je vous remercie tous pour votre présence ici. Et évidemment, nos remerciements s'adressent au Sénat, enfin aux sénateurs, au service du Sénat. Et merci à vous tous. Voilà.